Toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va rapidement faire la revue de la semaine, qui était d'ailleurs ma meilleure semaine de trading que je n'ai jamais eue en fait depuis que j'ai ouvert mon compte auprès d'une prop firm. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai ouvert mon compte auprès d'une prop firm en juin. Donc depuis le mois de juin, ça fait à peu près un peu plus de 8 mois, 8-9 mois je pense. Ça fait 9 mois du coup que je trade sérieusement. Et c'était ma meilleure semaine de trading de toutes les semaines de trading que j'ai eues du coup depuis le mois de juin. Au total, j'ai eu un profit d'à peu près 6 R. Je sais que c'est pas énorme pour beaucoup, enfin pour certains, parce qu'ils ont des stratégies assez agressives, une façon de trader assez court terme et du coup avec des ratios risque-récompense assez élevés. Mais pour ma part, j'ai plutôt des positions swing, plutôt des positions avec un ratio risque-récompense pas terrible, de 1,2, 1,3 peut-être. Et bon, mais bien évidemment, j'ai aussi encore beaucoup de choses à apprendre. Mais disons simplement que c'est rare de voir sur mon compte un plus 3R, déjà plus que plus 3R pardon, sur une semaine. Donc je crois que ma meilleure semaine avant ça c'était 4R sur une semaine. Mais donc là du coup avec un 6R de profit, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire 6R, ça veut simplement dire que si ton risque par exemple est de 1%, tu auras fait 6% de profit. Si ton risque est de 0,5%, tu auras fait du coup 3% de profit, etc. Mais donc du coup cette semaine-ci j'étais à plus 5,9R. On va aller regarder ensemble quelles sont les positions que j'ai prises. Il y en a deux que j'aimerais particulièrement étudier avec vous. Et puis on va aussi faire un petit peu la revue fondamentale pour voir pourquoi l'euro, puisque c'est l'euro que j'ai tradé cette semaine contre le dollar, pourquoi l'euro s'est déprécié face au dollar cette semaine. Donc sans plus tarder, on va aller sur les graphiques. Bam, est-ce que tout est ok? Tout est ok. Alors je vous ai mis un graphique vierge pour pas s'embrouiller avec des indicateurs techniques. Déjà parce que généralement mes graphiques sont pas très chargés, mais aussi et surtout parce qu'on a tous une stratégie un peu différente. Autant quand il s'agit d'analyse fondamentale, je pense qu'on peut tous s'accorder, étant donné que c'est relativement objectif. Une data c'est une data, et si maintenant une donnée sort plus élevée que prévu, ben, tout le monde va dire la donnée est plus élevée que prévu, et inversement. Mais quand il s'agit d'analyse technique, d'analyse de graphique, il y aura toujours un peu des dissensions, des désaccords. Chacun va voir les graphiques d'une certaine manière. C'est pourquoi j'ai pensé que ça pouvait être plus intéressant dans cette vidéo de garder le graphique vierge. Mais on va quand même essayer de le lire, d'abord d'un point de vue fondamental, ensuite je vais vous afficher mes positions, et on va aller regarder ensemble ce qui s'est passé. Donc, pour vous afficher le début de la semaine, on a commencé la semaine plus ou moins ici. Donc je vais faire une ligne. Voilà, donc on a commencé la semaine plus ou moins ici. Donc en termes de données économiques, c'était la semaine sur l'inflation aux États-Unis et sur la décision de politique monétaire de la BCE. Donc ça c'est l'euro-dollar, je le rappelle. On est sur 1 heure pour ceux qui veulent regarder sur leur propre graphique. Mais donc on a commencé la semaine avec pas énormément de mouvements parce que les investisseurs attendaient essentiellement l'indice des prix à la consommation américain du mois de mars qui était publié mercredi. Donc le gros mouvement que tu vois initié ici mercredi, c'était la publication du CPI. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pour la faire courte, le CPI est sorti plus élevé que prévu, ce qui confirme un peu une tendance à une sorte de résurgence de l'inflation aux États-Unis depuis le début de l'année, donc janvier, février et mars, et qui du coup met sur la table un peu des inquiétudes chez les responsables de politique monétaire au sein de la Fed, quant à cette résurgence des pressions inflationnistes aux États-Unis, le fait que l'inflation ne soit peut-être pas sous contrôle et que cela nécessite une politique monétaire restrictive pendant une période plus longue. Alors tu n'es sûrement pas sans savoir que généralement sur le marché FX, tu vas avoir le dollar et les rendements américains qui vont aller dans le même sens. Et si maintenant le dollar s'apprécie, l'euro va se déprécier, ce qui s'est passé ou ce qui se passe, c'est que lorsqu'on anticipe une politique monétaire assez restrictive avec des taux d'intérêt élevés, ça va soutenir le dollar et les rendements. Et donc forcément, ça va faire baisser l'euro. Ce qui s'est passé ici avec la publication du CPI, c'est qu'avec une inflation plus élevée que prévu, ça change un peu la perception qu'on avait de l'économie américaine, où on se disait, ok, peut-être que la Fed, donc ça c'était avant la publication, peut-être que la Fed va baisser ses taux d'intérêt pour la première fois en juin. Sauf que après la publication, on s'est rendu compte que c'est peut-être un peu trop tôt que de baisser les taux en juin, sachant que l'inflation a réaccéléré en mars et qu'elle était déjà élevée, ou en tout cas plus élevée que prévu, en janvier et en février. Donc comme je l'ai dit, on a cette tendance à la reprise de l'inflation depuis le début de l'année, au premier trimestre de l'année, et c'est pas une bonne chose pour la Fed qui tente de lutter contre l'inflation et de la ramener vers sa cible de 2%. Donc, ce qui s'est passé ici, c'est qu'avec un CPI plus élevé que prévu, on a eu une appréciation du dollar et des rendements sur fond de recul des anticipations du marché concernant la trajectoire des taux de la Fed, ok? J'espère que tu me suis bien jusque-là. Ce qui a entraîné, du coup, comme j'ai dit, donc appréciation du dollar, ça entraîne une dépréciation de l'euro, parce que c'est l'euro face au dollar, et donc c'est la grosse chute que tu vois ici
Une chute d'à peu près une centaine de pips, il me semble. Donc c'était quand même une chute importante, ça c'est pour le premier élément de la semaine. Et c'était donc mercredi. Si je t'affiche les jours, ici tu vois donc Monday, donc lundi, mardi, désolé mon téléphone sonne, je sais pas si ça s'est entendu, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Mais donc du coup le prix a seulement commencé à bouger véritablement mercredi avec la publication du CPI. Ensuite jeudi, c'était aussi une grosse journée, mais tu vois qu'il n'y a pas eu énormément de fluctuations du prix, il n'y a pas eu une direction claire sur les marchés parce que c'était un peu plus confus. On a eu deux datas importantes sur la journée. On avait l'indice des prix à la production aux États-Unis, donc un deuxième indicateur d'inflation, et on avait, désolé pour mon téléphone, la décision de politique monétaire de la BCE. Donc pour vous décortiquer la décision de politique monétaire de la BCE a décidé de garder ses taux inchangés, mais pour la première fois a signalé la possibilité de baisser ses taux d'intérêt en juin. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un peu ce message dovish, même s'il était anticipé par les marchés, donc dovish ça veut dire un peu accommodant, ce qui est normalement baissier pour l'euro. Mais comme on s'y attendait à ce discours, étant donné qu'on a vu des progrès assez conséquents sur l'inflation ces derniers temps en zone euro, ça n'a surpris personne et le prix ne s'est pas énormément déprécié. Deuxième élément aussi, l'indice des prix à la production aux États-Unis est ressorti moins élevé que prévu. Donc là où j'avais dit tantôt que le CPI nous montrait que l'inflation en mars a été plus élevée que prévu, l'indice des prix à la production, donc le PPI, nous a montré que en fait peut-être que l'inflation n'a pas été si élevée que prévu, ou en tout cas en rythme mensuel, elle n'est sortie je crois qu'à 0,2% d'un mois sur l'autre, ce qui du coup n'est pas alarmant. Donc on a deux indicateurs un peu qui se contredisent, mais si on regarde le PPI en rythme annuel, en réalité il a réaccéléré. L'inflation sur un an, selon l'indice des prix à la production, est remontée à 2,1% alors qu'elle était à 1,6%. Donc quelque part, ça rejoint les données CPI qui montrent que l'inflation réaccélère en fait en mars et aussi les mois précédents, donc que l'inflation réaccélère aux États-Unis en ce début d'année, donc janvier, février, mars, le premier trimestre. Et donc avec ces données-là, donc une BCE plus dovish que prévu, donc une BCE plus dovish que prévu, ça veut dire une BCE qui pourrait potentiellement baisser ses taux d'intérêt en juin, et une inflation qui réaccélère aux États-Unis, on a clairement un biais fondamental baissier pour l'euro. En tout cas, c'est ce qu'on a observé là, et c'est ce qu'on a continué d'observer là, même si c'est un peu plus subtil ici. En réalité, comme le PPI, donc il faut savoir que il y avait la décision de politique monétaire à 14h15, il y avait le PPI à 14h30 et il y avait la conférence de presse à 14h45, si je dis pas de bêtises, donc c'était jeudi. Comme les données se superposaient un peu, les marchés n'ont réagi que après toutes ces nouvelles-là, et donc le prix a véritablement commencé à chuter seulement à 16h en fait, quand on avait eu le temps de digérer les données, et à ce moment-là on a observé du coup le mouvement dont je vous ai parlé, qui est un peu plus logique de une BCE dovish c'est baissier pour l'euro, et un PPI du coup dovish pour un PPI une inflation qui réaccélère sur un an selon l'indice des prix à la production, donc selon le PPI, c'est aussi bearish, donc baissier pour l'euro. Et donc c'est ce qu'on a observé plus tard sur la journée. Et puis alors on a eu la session asiatique, et puis ensuite le lendemain, le vendredi, le prix n'a pas nécessairement attendu les données pour partir à la baisse. Donc on voit du coup que le prix a commencé à se déprécier dans la matinée, 8h, 9h, etc. Même si on avait une data ici à 16h, donc le petit mouvement que vous voyez ici, c'était l'enquête de l'Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs, avec aussi les attentes en matière d'inflation. Donc cette data a été publiée vendredi à 16h, mais en réalité tout le mouvement de la semaine qui a démarré mercredi avait déjà été effectué. Et donc les marchés n'ont pas nécessairement réagi à cette nouvelle-là, ils ont simplement continué le mouvement qui avait été initié dans la semaine, durant la session de Londres et à l'opening de New York. Okay, donc ça c'est pour un peu un récap de ce qui s'est passé d'un point de vue fondamental sur la semaine. Maintenant j'aimerais juste regarder en termes de niveau. Donc on est parti du niveau 1,09 plus ou moins, donc ici on a 1,09, donc ça veut dire que 1 euro valait 1,09 $, ou enfin bref on s'en fout, on était à 1,09 $ pour 1 euro. C'était l'inverse, pardon. Et le prix est quand même venu percer le niveau 1,08 et le niveau 1,07, okay, pour rejoindre plus ou moins 1,064, ce qui est une chute énorme. En réalité, sur une semaine, donc cette baisse hebdomadaire de près de 250 pips, ce qui est énorme, 250 points, est la baisse la plus importante sur l'euro, la dépréciation la plus importante de l'euro depuis, il me semble, septembre 2022. Donc c'est une chute énorme. Et d'un point de vue macroéconomique plus global, en fait, ce qui se passe, c'est que là où, avant la publication de ces données et la décision de politique monétaire de la BCE, les investisseurs anticipaient une première baisse des taux de la Fed en juin, désormais ils n'anticipent une première baisse des taux plus qu'en septembre. Ce qui est un énorme recul des anticipations du marché par rapport à la trajectoire des taux, et donc c'est très bullish, on va dire, pour le dollar et les rendements. Et deuxième élément important aussi, on observe une sorte de divergence entre les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE, parce que maintenant il y a cette possibilité que la BCE baisse ses taux avant la Fed, ce qui n'a jamais été fait historiquement d'ailleurs.
Si la BCE venait à baisser ses taux en premier, en juin, et que la Fed, par exemple, était en hold, donc elle ne baisse pas ses taux en juin, elle ne baisse pas ses taux en juillet, elle baisse seulement ses taux en septembre, voire même plus tard, il y a cette grosse divergence qui va jouer en faveur du coup des investissements liés en dollars. Ça va permettre au rendement américain de s'apprécier, ça va creuser, enfin pas creuser du coup, agrandir le gap, donc l'écart qu'il y a entre les taux allemands, du coup, que je dis pas de bêtises, donc les rendements allemands, enfin on va dire les rendements européens si on veut vulgariser, et les rendements américains. Et donc forcément il va y avoir une sorte d'afflux monétaire vers le dollar, ce qui va du coup peser sur l'euro. Et on commence doucement, si vous lisez un peu l'actualité économique et vous regardez des médias financiers, etc., on commence un peu à entendre parler de la possibilité d'une parité euro-dollar. Donc c'est l'idée que la parité c'est simplement 1 euro pour 1 dollar. C'est l'idée que l'euro puisse continuer à se déprécier jusque le niveau 1.0000. Ce qui a déjà été fait par le passé, bien évidemment. C'est déjà arrivé, si on remonte dans le temps, bon là je suis sur 1 heure, mais c'est déjà arrivé du coup en 2022, on était même descendu à 1,095, plus ou moins, mais pour avoir un tel scénario, comme je l'ai dit, il faudrait en fait une énorme divergence entre les décisions de politique monétaire des deux banques centrales. Donc il faudrait une BCE qui cut en juin, et une Fed qui ne cut pas avant septembre, voire même pas du tout cette année. Bref, c'est fini pour la minute fondamentale. Maintenant, j'aimerais vous montrer deux positions que j'ai prises. Comme je vous l'avais dit, du coup, pour cette semaine, j'avais un résultat de, en réalité, 5,9 R, donc pas 6 R. Donc je vais les afficher, je les avais déjà préparés. Bam, bam. Tchac, tchac. Donc ça, c'est les deux positions que j'ai prises. Et on va pas tant analyser d'un point de vue technique pourquoi je suis rentré. En réalité, le message que j'ai envie de transmettre dans cette vidéo, il va être simple. J'aimerais rappeler un peu quels sont les trois piliers du trading. Mais donc simplement, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi j'avais short l'euro. Forcément, j'anticipais une inflation plus élevée que prévue aux États-Unis, ce qui allait selon moi faire baisser l'euro. J'avais initié une position intraday, donc c'est le petit trade que vous voyez là. Donc ça c'est la position intraday, ok, où j'ai été chercher le low du mois d'avril. Et alors j'avais une position swing où j'allais chercher le creux du coup. Quelque part aussi du mois d'avril, mais si je dis pas de bêtises, c'est le creux de l'année. Ah non, le creux de l'année est beaucoup plus bas, pardon. Le creux de l'année, il est en 1,07. Mais du coup, j'allais chercher un peu avant. Donc non pas le creux de l'année qui était en 1,07 ici, mais le creux un peu plus bas. De toute façon, tout ce que je dis là maintenant, vous allez voir, pardon, ça va être utile pour parler de ce dont je veux parler après en réalité. Mais donc du coup, j'avais deux positions. Un swing, un intraday. Malheureusement, j'ai fermé mes positions beaucoup plus tôt que prévu. Non pas l'intraday, donc l'intraday je l'ai clôturé à peu près à 1,08, pas exactement à 1,08, un tout petit peu au-dessus. Je l'ai clôturé manuellement, peut-être à 1,0805 ou 1,0810, quelque chose comme ça. Par contre, j'ai aussi clôturé mon swing plus ou moins au même niveau. Clairement, c'était un problème de psychologie, dans le sens où même si je savais, puisque ce trade était planifié à l'avance, même si je savais que je devais laisser tourner ma position normalement jusqu'à ce niveau-là, donc 1,0740, ce qui était prévu, c'était selon mon plan, ma stratégie, j'ai quand même décidé de prendre mes profits là. Pour vous expliquer vaguement ce qui s'est passé dans ma tête, c'était bon, j'ai déjà eu un très bon trade ici avec un plus, je crois j'avais fait plus 4R avec cette position-là, parce que j'avais pris des profits partiels une fois que le prix s'était envolé, et puis j'ai clôturé, donc la première position elle était bien, j'ai respecté mon plan, j'ai respecté ma stratégie, j'ai pris mes profits partiels en 1,08, je crois j'avais dit 40, quelque chose comme ça, je prends des profits partiels ou 30, je sais plus. Et puis ensuite j'ai clôturé l'intégralité de ma position, ça c'était bien. Mais la seconde position, là où j'aurais dû normalement la laisser tourner, donc prendre des partiels en 1,08 et laisser tourner le reste, j'ai pris des partiels et puis finalement je me suis dit je clôture tout. Parce que cette pression psychologique entre guillemets de garder ma position ouverte alors que je savais pas vraiment jusqu'où le prix allait aller, alors qu'en réalité je le savais, c'est juste que dans la foulée avec les émotions, on commence à complètement renier notre plan et notre stratégie, mais donc j'ai cut trop tôt un gagnant et c'est dommage. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en soi, c'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas la position en elle-même que je vais analyser, etc. C'est véritablement que le sujet dont j'ai envie de parler, et qui est beaucoup plus important que tout ce que je viens de dire jusqu'à présent, c'est ce que j'appelle les trois piliers en trading. Je vais me mettre en grand pour parler de ça. Voilà. Mais donc, selon moi, les trois piliers du trading, c'est l'analyse, et donc ça comprend l'analyse technique et l'analyse fondamentale, ça va être la psychologie, et ça va être la gestion des risques. On se doit de maîtriser chacun des piliers pour réussir en trading. C'est ce que je pense, hein. C'est ma croyance, je suis pas en train de dire tu dois faire ça, et voilà, c'est ce que je pense, après peut-être que je me trompe, etc. Mais je partage simplement ça avec toi.
Selon moi, tu te dois de maîtriser ces 3 piliers en trading pour réussir. Ça veut dire que tu dois avoir des connaissances techniques suffisantes, tu dois avoir des connaissances fondamentales suffisantes, tu dois avoir une suffisamment bonne gestion des risques et tu dois avoir une suffisamment bonne psychologie. Te montrer ce que je viens de te montrer à l'écran, et du coup je vais revenir à l'écran, me permet en fait de mettre l'accent sur plusieurs points importants. Au niveau de ma gestion des risques, c'était correct, dans le sens où j'ai pas risqué plus que ce que je m'autorise à risquer par exposition sur les marchés, donc je vais pas parler de gestion des risques ici, mais on pourrait parler de la psychologie, donc du fait que j'ai coupé court à une position gagnante, donc que j'ai nié ou renié ma stratégie, donc mon plan pour ce trade, qui était de dire je prends des partiels ici et puis je laisse tourner mon trade jusque là, et pour des raisons purement psychologiques, pour des raisons de j'ai envie de me satisfaire de ces gains là. Mais le problème c'est que si tu ne laisses jamais tourner des gagnants, tu vas pas avoir un ratio risque-récompense assez suffisant que pour compenser tes pertes, pour que tes gains compensent tes pertes, et ça va pas aller sur le long terme. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose aussi d'un point de vue technique, j'en ai pas parlé ici, mais étant donné que, vous le savez sûrement, vous l'avez sûrement vu, mon analyse fondamentale est généralement meilleure que mon analyse technique. Ça veut dire que, autant pour donner la direction du marché, pour ça va, généralement, je suis plutôt bon, mais pour ce qui est de l'analyse technique, donc ça va essentiellement être les entrées et les sorties et la gestion de trade, j'ai beaucoup plus de mal. Alors, ici, entre guillemets par chance, le fait que j'ai ciblé 1,0740 était une bonne chose. On voit que c'est plus ou moins où le prix s'est arrêté et après il est parti, c'était la fin de la journée en fait, c'est la fin de la session de New York. Mais généralement j'ai du mal à identifier mes cibles de profit. Parce que ici on voit clairement que ces deux positions là m'ont déjà rapporté 6R, mais imaginons simplement que je laisse tourner mon swing jusque 1,0640, et d'ailleurs ça peut être intéressant de vous le montrer, j'avais ouvert une seconde page. Ça en vérité c'est un graphique vierge, c'est pour la vidéo, mais mon véritable graphique c'était celui-là. Là on est sur 4 heures. Et vous voyez que, donc au début de la semaine, mon graphique ressemblait à quelque chose comme ça. Et dès le début de la semaine, je crois que c'était mardi, à partir de mardi, je commençais à avoir un billet clair. Et je voulais target le niveau 1,066 comme cible swing. Ok, donc parce que ça correspondait à, enfin, peu importe pourquoi d'un point de vue technique, mais simplement c'était ma cible pour un swing trade. Ok, pas pour l'intraday, pour un swing trade. Et ce qui est marrant en fait, c'est de se dire que malgré cette analyse objective, où je dis clairement, tiens, j'ai envie d'aller chercher le prix jusque là, parce que j'ai des raisons fondamentales de penser que l'euro peut se déprécier jusque là, dans la pratique, donc je vais remettre ici, dans la pratique, j'ai été chercher seulement, non même pas, théoriquement je devais aller chercher 1,0740, mais je me suis arrêté ici à 1,08, ce qui veut dire que ma psychologie, quelque part, m'a fait manquer, un peu moins, hop, presque 140 pips. Et c'est là où tu commences à comprendre que t'as beau être bon en analyse fondamentale, dans le sens où pour cette semaine-ci, je vous avoue, c'était un bon call à 100%, dans le sens où, je sais pas si je peux vous l'afficher, attends, elle est où ma page? Je vais la mettre ici. Dans le sens où chaque jour, en fait, je fais une prévision économique et j'essaye d'avoir un billet à court terme et à moyen terme. Et si je reprends ma page pour cette semaine-ci, voilà, je l'ai trouvé. Si je reprends ma page pour cette semaine-ci, on voit du coup qu'au début de la semaine, donc j'ai pas trade lundi, mardi, mon billet était baissier jusqu'à 1,08. Ok, donc j'étais ici. Donc mardi, je vais me mettre là. Donc mardi, mon billet était baissier jusqu'à 1,08. J'anticipais un retour du prix ici. Ensuite, une fois que le prix avait rejoint ce niveau-là, j'anticipais un retour du prix vers 1,0740. Même chose, le prix l'a fait. Et ensuite, j'anticipais un retour du prix vers 1,0660 ici. Et finalement, c'est ce que le prix a fait. Si je vous enlève le replay, vous voyez que donc le prix a rejoint 1,08, mais même il est directement descendu à 1,0740 dans la même journée. Et puis ensuite, il a continué son mouvement jusqu'à même plus bas que 1,0660, 1,0640. Mais donc ce biais-là, je l'avais. Mais malgré les bonnes prévisions économiques que je peux faire, grâce à mon analyse fondamentale, puisque je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, mais la manière dont j'aborde le trading, c'est j'utilise l'analyse fondamentale pour donner la direction du marché, et ensuite je vais utiliser l'analyse technique pour me positionner, sortir de mes positions, déplacer mon stop, prendre des profits partiels, etc. Mais donc malgré le bon call, comme j'appelle ça, malgré le fait d'avoir su prédire entre guillemets correctement les marchés, j'ai pas réussi à me positionner en fonction. Bon, vous allez me dire, oui, mais t'as quand même fait des profits, c'est une bonne semaine. Oui, c'est vrai, mais si on prend du recul et qu'on regarde ma performance par rapport à ce que j'étais censé faire selon ma stratégie, mon plan et mes prévisions, c'est entre guillemets médiocre. Ce n'est pas suffisant parce que non seulement j'ai pas été chercher la cible de profit que je m'étais fixée dès le départ et qui était bonne malheureusement, en plus j'ai fait preuve de peur de perdre de l'argent, de peur de me tromper et j'ai coupé court à une position gagnante. Et aussi, on pourrait même discuter de mes entrées, parce que même si, bon, je suis entré quand même assez haut sur le marché, j'aurais pu encore plus optimiser et raffiner mon entrée pour qu'elle soit encore plus sniper, parce que vous l'avez peut-être remarqué, mais sur cette position-ci, j'ai quand même un stop de 30 pips.
hop, ici j'ai quand même un stop de 30 points. Bien évidemment, c'est un swing, ok, mais tu t'en doutes, plus ton stop va être réduit, plus tu vas pouvoir avoir une taille de lot grande et capitaliser en fait sur ton mouvement. Donc ici, ça pourrait aussi être intéressant d'améliorer mon analyse technique, d'améliorer mes entrées, pour ensuite augmenter la taille de lot tout en ayant le même risque, augmenter la taille de lot que j'utilise et pouvoir du coup faire plus d'argent sur un même mouvement. Mais donc du coup, pour reparler des 3 piliers dont j'ai parlé, c'est pas français mais c'est pas grave, psychologie, analyse et gestion des risques, ici on voit clairement que tu auras beau avoir une bonne analyse, admettons fondamentale, une mauvaise analyse technique peut t'empêcher d'avoir les bonnes cibles de profit, parce que c'est très bien de savoir prédire un mouvement, mais si tu ne sais pas quand s'arrête le mouvement, bon tu peux jamais le savoir, mais si tu sais pas en tout cas où t'arrêter dans ton mouvement, où est-ce que tu vas prendre tes profits, ben c'est pas bon. Si maintenant tu as une mauvaise gestion de risque, c'est pas bon, mais j'ai dit que je parlerai pas de la gestion de risque dans cette vidéo. Et puis au niveau de la psychologie, on voit que si tu as une bonne position, un bon call, et que tu places ta position, et tu es en profit flottant, etc., une mauvaise psychologie peut te faire prendre les mauvaises décisions en temps réel. J'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, mais si tu n'as pas cette bonne psychologie en temps réel, donc je parle vraiment quand ta position est ouverte et que tu vois l'argent qui fluctue sur ton compte, tu risques de faire des bêtises, de couper court à une position, de déplacer un stop incorrectement, etc., etc., de prendre des profits partiels, pour tout un tas de raisons qui n'ont rien à voir avec du coup ta stratégie de base qui elle est objective et rationnelle. Ok. Mais donc du coup, en résumé, parce que j'ai pas envie de garder la vidéo plus longue que ça, je pense que c'est pas nécessaire, hein, je pense que tu as bien compris l'idée, mais en résumé, peu importe où tu en es dans ton trading, je pense qu'il est crucial que tu t'évalues et que tu cherches à comprendre, ok, quel est mon niveau en analyse technique, quel est mon niveau en analyse fondamentale, quel est mon niveau en psychologie, quel est mon niveau en gestion des risques. Et par rapport à ça, essayer de voir dans quel domaine tu as encore beaucoup de lacunes et dans quel domaine du coup tu dois encore t'améliorer. Pour ma part, ces prochaines semaines et peut-être même ces prochains mois, je vais beaucoup mettre l'accent sur la psychologie et aussi essayer de raffiner un peu plus ma stratégie que certes je maîtrise, mais je pourrais être encore plus pointilleux, être encore plus rigoureux. C'est encore un peu trop d'à peu près. Du coup, à ce niveau-là, vraiment mettre l'accent sur la psychologie, aussi essayer d'améliorer mes entrées, améliorer mes sorties aussi peut-être, et j'espère qu'en combinant ces deux choses, parce qu'au niveau de l'analyse fondamentale, pour l'instant ça va vraiment très bien, et gestion des risques aussi c'est ok, mon compte va très bien. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais grâce à cette semaine, qui comme je l'ai dit était ma meilleure semaine de trading depuis un bail, ça m'a permis d'atteindre un plus haut de 5 mois sur mon compte. Ça veut dire que mon compte de trading fluctue énormément forcément, mais il fluctuait énormément. Et donc si tu regardes le niveau auquel il est là maintenant, c'est un plus haut de 5 mois par rapport au dernier haut que j'avais avant. Donc mon compte il avait fait un plus haut à je sais pas, plus 4 et des pourcents, et puis descendu, mais donc par rapport à cette descente, il est remonté à, je crois que je suis à plus 1,5% actuellement sur mon compte, ce qui est cool parce que c'est un quart de ma cible de profit pour mon challenge. Donc ça se passe plutôt bien. Mais bon, j'ai pas envie de me précipiter, on va voir comment les choses se passent à l'avenir. Mais donc juste cette petite vidéo en fait, qui d'un côté te montrait un peu une revue de la semaine d'un point de vue fondamental, c'est une première partie de vidéo, mais aussi cette vidéo pour te rappeler que beaucoup trop souvent on se ferme et on se dit ok non, moi je fais que de l'analyse technique ou je fais que de la psychologie, alors qu'en réalité c'est un ensemble, et les personnes qui ne font par exemple que du fondamental auraient tort, et les personnes qui font que de la technique auraient aussi tort je pense, ou les personnes qui font que de la psychologie auraient aussi tort, parce que tu auras beau avoir la meilleure psychologie du monde, si t'as pas une stratégie tangible, enfin une stratégie qui a du sens et qui fonctionne, t'arriveras jamais à trader sur les marchés, même si tu as la psychologie du meilleur trader du monde, tu comprends. Donc c'est vraiment un ensemble, et je pense que c'est un peu comme des outils et que tu dois tous les maîtriser si tu veux réussir en trading. Bref, je m'arrête là, sinon je vais encore trop parler. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère qu'elle a quand même pu t'apporter quelque chose, j'espère que le petit récap fondamental t'a aidé si jamais t'avais pas trop compris les mouvements du marché de cette semaine. Et puis bien sur ce, on se dit à demain dans la prochaine vidéo.